Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, le match des programmes. Ce matin, Laure Lavalette est avec nous. Bonjour, bienvenue. Porte-parole du Rassemblement national, conseillère régionale en PACA. Et Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, député La République en marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Oui, alors plusieurs thèmes. On va revenir sur le pouvoir d'achat, le voile, bien sûr, et puis alors, le président qui s'est repeint en vert aussi ce week-end. Et Marine Le Pen qui change un petit peu. Elle était contre l'éolien, là, elle dit bon, on verra si on démantèle ou pas. Oui, elle change un tout petit peu. Mais d'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez tous les deux que finalement cette élection et ce vote dimanche prochain, c'est deux blocs. D'un côté, un bloc populaire, voilà, contre un bloc élitiste. Qui veut commencer? Laure Lavalette. Ouais, c'est très clair. Je pense qu'on a le même duel qu'en 2017 et effectivement, les clivages droite-gauche n'existent plus. Et là, on est face à deux blocs. Alors, vous dites élitaire et populiste. On pourrait dire. Non, j'ai dit populaire. Oui, populaire. Je pense qu'il y a ceux qui, effectivement, pensent que la mondialisation, le profit, les cabinets privés à la McKinsey. Et de l'autre côté, le bloc souverainiste qui pense que la nation protège, que la nation a un système de protection sociale qui est intéressant et qui, effectivement, est plus proche du peuple, de la sécurité et du pouvoir d'achat. Oui. Jean-Baptiste Moreau. Alors, il y a un clivage et deux modèles de société, ça c'est certain, mais je ne ferai pas la différence entre élitiste et populaire. Je ne me considère pas comme faisant partie d'une élite. Je suis agriculteur, j'ai une formation d'ingénieur agronome. J'étais un agriculteur un peu élitiste. Les gens entre eux, qui votent pour Emmanuel Macron sont des classes populaires, ils ne sont pas du tout des classes élitistes, et notre programme ne s'adresse pas qu'à une classe, mais à l'ensemble des Françaises et des Français. Après, oui, il y a une différence entre notre programme et le programme de l'extrême droite. Notre programme est un programme effectivement profondément européen, de réconciliation entre tous, de solidarité entre tous, que ceux qui ont le plus puissent donner pour que ceux qui ont les moins puissent vivre et avoir un pouvoir d'achat et pouvoir vivre librement dans notre pays. Donc effectivement, on a clairement au niveau des libertés, au niveau de tout un tas de choses, des oppositions franches au niveau sociétal entre le programme de l'extrême droite et notre programme. Moi, j'ai un peu de mal à entendre le mot liberté dans un député de La République en marche après les 5 années que nous venons de vivre où le peuple est fracturé comme jamais. Vous avez même fait en sorte qu'on arrive à s'engueuler en famille, par exemple, sur le pass sanitaire aussi liberticide. Excusez-moi, mais Macron a quand même un bilan. À la fin de ses 5 ans, les retraités vivent avec 8 € par jour. Il y a des étudiants devant les banques alimentaires. Il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Il y a 2 millions d'immigrés qui sont rentrés. Et il y a 600 milliards de dettes. Donc je ne peux pas entendre liberté, pouvoir d'achat, mettre les uns avec les autres. C'est inimaginable. Et je pense que ça, les Français, j'espère, contrairement à ce que disait votre auditrice, qu'ils ne sont pas amnésiques. Ils se souviendront que vous avez lancé les policiers contre les infirmières, les policiers contre les pompiers, que vous avez mis à pied 15 000 soignants en pleine pandémie, les laissant sans salaire alors qu'ils été pour la plupart chefs de famille. Enfin, vous avez une politique sociale complètement indigne et je pense qu'effectivement le grand choix, ça sera Macron-McKinsey ou Marine Le Pen le peuple. Ouais, Jean-Baptiste Moreau. Nous avons assumé de protéger les Français effectivement contre la pandémie. En fermant des lits. Nous avons assumé de donner 19 milliards à l'hôpital pour revaloriser enfin les salaires des enseignants, des infirmières et du corps soignant. Du seuil de l'OCDE. Nous avons, oui, il reste à faire effectivement, mais nous avons fait beaucoup. Nous avons augmenté les retraites des agriculteurs à 1 000 €, ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Donc voilà, nous on est dans le pragmatisme et dans le concret. On protège les Français. En face, on a du populisme et de la démagogie à tout va, où on promet tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on promet une fois et on revient en arrière après. Enfin voilà, bon, c'est de l'impréparation permanente. Écoutez, moi j'ai écouté Louis Alliot nous expliquer 42 annuités. Ce matin, Monsieur Philippe. Ballard. Pas Philippe, excusez-moi. Philippe Ballard Non. Laurent. Je vous l'explique, j'ai oublié. Jacobelli, voilà, merci. Jacobelli ce matin. Laurent Jacobelli disait 48 annuités, Louis Alliot 42, donc on ne sait plus trop. On est là pour ça. Si vous me permettez, c'est très simple. On est là pour ça, pour expliquer. Si vous avez expliquer. commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. C'est les carrières longues, ça existe déjà. Et si vous avez commencé après, effectivement, c'est 62 ans avec 42 annuités.
l'égalité, mais c'est un système beaucoup plus juste parce que dans votre système, je vais vous dire, une infirmière libérale, bac+3, qui va commencer à travailler à 21 ans, va devoir travailler 44 ans pour s'arrêter à 65 ans, alors qu'un cadre, bac+5 par exemple, de McKinsey, va devoir travailler une année de moins. Donc on voit bien que votre réforme des retraites n'est pas juste. Et la preuve, excusez-moi, mais M. Macron était d'ailleurs assez mal à l'aise puisqu'il a essayé de rétro-pédaler en disant finalement 64 ans, ce qui est un peu dommage puisque c'était la seule, j'allais dire, mesure un tout petit peu audible de ce programme dont nous ne savons rien. Et finalement, il y a eu un retour. C'est 65 ans avec une clause de revoyure en 2027. Ah bah, ça a changé. Non, vous dites 65. Non, c'est 65 ans et avec une clause de revoyure, une clause de revoyure éventuellement en 2027 pour voir si on adapte le rythme. Et c'est pas 65 ans dès 2022, mais adapté dans le temps. Et donc ça sera effectif en 2032. Et c'est aussi une prise en compte de la pénibilité, ce qui fait que tous les métiers ne sont pas pris en compte de la même façon par rapport à l'âge de la retraite. Mais ce que vous dites, madame, moi j'ai commencé à travailler à 24 ans, donc je serai à la retraite avec votre réforme à 65 ans, qui est aujourd'hui oui, il y a des annuités. Mais oui, mais donc la retraite à 60 ans, c'était une page de pub, mais ça n'existe pas et ça n'existera pas plus avec votre réforme. Les carrières longues, ça existe déjà. Mon père a pris sa retraite à 58 ans parce qu'il a commencé à travailler à 14 ans et c'est déjà possible. Il n'y a pas besoin d'une réforme pour mettre ça en place. Vous expliquez ce qui est déjà en place. Je vous rappelle que vous nous laissez 600 milliards de dettes. Oui, effectivement. Donc il va falloir faire avec. Mais je vous invite tout à fait à venir revoir la patronne de Sauton, 70 salariés, et le patron de la gare, 200 salariés, qui m'ont dit la semaine dernière que grâce au quoi qu'il en coûte, grâce au PGE, ils n'avaient pas coulé leur entreprise et qu'ils n'avaient pas 200 chômeurs en plus. C'est fabuleux, vous parlez de ça. Est-ce que vous avez vu le nombre d'entreprises qui sont en train de baisser le rideau parce que justement ces PGE, ils n'arrivent pas à les rembourser. Combien on n'a pas encore parce que c'est à partir de maintenant. Peut-être, oui. Non, c'est à partir de maintenant que les gens n'arrivent pas. Je vous parle de 2 entreprises creusoises. C'est à partir de maintenant que les gens n'arrivent pas. C'est à partir de maintenant que les gens n'arrivent pas à rembourser ce PGE. Est-ce qu'il fallait pas faire des prêts? Sauf qu'on n'a pas demandé à le rembourser dès maintenant. Ça fonctionne. Sauf que pour le moment, les entreprises qui ne souhaitent pas le rembourser ne le remboursent pas dès maintenant, le PGE, et que donc, moi je vous parle de 2 cas concrets. Vous me parlez de généralité, de on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas combien. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la situation de la France au niveau de l'emploi est bien meilleure que nos voisins européens qui n'ont pas adopté le quoi qu'il en coûte. Et donc le quoi qu'il en coûte a sauvé des emplois, sauvé des entreprises. Et au final, c'est un investissement parce que ces emplois qui ne sont pas supprimés, c'est des cotisations supplémentaires qui arrivent dans le budget de l'État et qui le taux de chômage a baissé. Vous avez ventilé. Vous adorez les vérités alternatives qui ne reposent sur rien. Pas du tout. Vous avez ventilé. Il y a 5,7 millions de chômeurs encore en France. Vous avez ventilé en fait sur. Vous savez bien qu'il y a des catégories A, B, C. Alors vous prenez les catégories A où il y a moins de chômeurs, sauf que vous les avez ventilés. Il y a beaucoup d'apprentissage, par exemple, qui font que ces gens sont moins comptés en chômage. Mais excusez-moi, mais vous savez que l'apprentissage, c'est pas du chômage, c'est un tremplin vers l'emploi et tous les apprentis trouvent du boulot en général. Ça, c'est du concret, c'est du réel. C'est une jolie façon aussi de masquer votre bilan. Mais vous savez, les gens ont des yeux pour voir. 700 000 apprentis. On sait tous qu'au bout de 5 ans, notre pouvoir d'achat s'est effondré en fait. C'est faux, il a plus augmenté que dans les 10 ans précédents. À la fin de ce quinquennat, les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. En fait, c'est Robin des Bois inversé, Emmanuel Macron. C'est juste totalement faux. Je sais que le Front National est passé maître dans le Rassemblement National, souvenez-vous, vous allez y arriver. Rassemblement National. Il passait maître dans un art que les islamistes maîtrisent parfaitement, qui est la taquilla, c'est l'art de la dissimulation, c'est-à-dire qu'ils cachent que leur projet est un projet d'extrême droite, que leur projet est absolument pas financé. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner une mesure d'extrême droite, monsieur? Ça, la préférence nationale, le retour à l'Europe des nations, oui, c'est d'extrême droite. Par exemple, les États-Unis, Biden est d'extrême droite. Vous pensez que le Canada est d'extrême droite, l'Australie est d'extrême droite? La préférence nationale telle que vous la sous-entendez, avec des binationaux qui n'auront plus accès à certains emplois, oui, c'est un programme d'extrême droite. Mais lisez votre programme constitutionnel, c'est dedans. Effectivement. Lisez votre réforme constitutionnelle, c'est dedans. Je vais vous en parler, si vous voulez, sur les allocations de solidarité, effectivement, comme par exemple les allocations familiales. Celles-là sont exclusivement pour les Français ou pour les familles dont il y a l'accès à certains emplois publics aussi. Je vais vous expliquer. Ça fait longtemps quand même que dans l'emploi, que dans la fonction publique, par exemple, les étrangers ne peuvent pas accéder à ces postes-là. Ça dépend les Européens. Il n'empêche que donc ça c'est pour la politique familiale, parce qu'on pense effectivement que relancer la natalité, la politique familiale, c'est aussi le ciment de la nation. Après, effectivement, la question se pose sur les APL et le RSA, où là c'est réservé en priorité aux Français et aux étrangers qui arrivent à justifier de 5 ans d'équivalent temps plein au niveau, qui ont bossé 5 ans de façon significative. Courte pause. Oui, vous continuez sur ces 2 visions de la France et argument contre argument, programme contre programme, et chacun peut s'exprimer. D'ailleurs, vous pouvez commenter 0826 300 300, nous appeler, Cécile, avec nos 2 invités. On vous attend au standard, et puis les sujets, on parlera bien sûr du pouvoir d'achat, on parlera aussi de l'essence, en tout cas du taux de ces énergies qui augmentent, et vos sujets au 0826 300 300. Laure Lavalette du Rassemblement National, Jean-Baptiste Moreau de La République En Marche.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et devant les vrais sujets de ce second tour des présidentielles dans quelques jours avec Laure Lavalette ce matin, porte-parole du Rassemblement national, conseillère régionale en PACA, et Jean-Baptiste Moreau, député La République en marche de la Creuse et porte-parole d'En Marche. Oui, on va revenir dans un instant sur les dernières déclarations pendant de ces derniers jours, bien sûr, autour notamment du verdissement du programme d'Emmanuel Macron, autour aussi du voile, Marine Le Pen qui a un petit peu changé ou évolué sur cette question. Vous allez préciser tout ça. Ou les paroles aussi, les déclarations qui ont beaucoup fait causer pendant le week-end. Laure Lavalette, puisque vous venez de Toulon, du président du Racing Club de Toulon, Mourad Boudjelal, en ouverture donc du meeting d'Emmanuel Macron à Marseille. Juste avant ça, parce que vous parliez de la préférence nationale et je vous ai un peu interrompu tout à l'heure. La priorité nationale. Alors oui, c'est pas la préférence, c'est la priorité. Oui, la priorité nationale. Vous disiez, vous, Jean-Baptiste Moreau, que c'était vraiment un programme d'extrême droite. Moi, j'ai lu le programme du Front National, du Rassemblement National, et si vous préférez, c'est le nom de mon parti, en fait. Et j'ai lu la partie effectivement sur l'immigration et la réforme constitutionnelle telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et il y a le fait de réserver un certain nombre de postes dans le public, mais pas seulement, aux nationaux et même pas aux binationaux, c'est-à-dire que des franco-marocains ne pourront plus accéder à un certain nombre de postes. Donc c'est un programme clairement d'extrême droite, avec la sortie de l'ensemble des traités européens ou quasiment, notamment sur l'immigration, mais pas seulement, ce qui conduit à retour à l'Europe des nations. Et on sait à quoi l'Europe des nations a mené, à des guerres, parce que le nationalisme, comme le disait François Mitterrand, c'est la guerre dans tous les cas, et le programme du Rassemblement national est un programme nationaliste. La coopération des nations, ça peut aussi amener à des beaux projets comme Ariane, vous voyez. Donc c'est facile de jeter l'anathème. Écoutez, la priorité nationale, enfin je veux dire, c'est à la limite c'est du bon sens. Je veux dire, le bon sens paysan. Tiens, je vais le chercher au fond de vous. Quand vous faites à manger, vous nourrissez d'abord votre famille et après vous voyez si vous en restez. C'est aussi la solidarité, la générosité, le bon sens paysan. C'est ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Un grand nombre de familles, c'est aussi ce qui fait la vitalité d'un pays. Et effectivement, relancer cette natalité, ça passe aussi par les allocations familiales et ça passe aussi. D'ailleurs, je crois que vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur le plateau juste avant sur ce prêt à 100 000 euros. Oui, le prêt à 100 000 euros. Ouais, je vous ai entendu. Effectivement, un jeune couple qui s'installe peut avoir un prêt adossé à un prêt immobilier. Ce prêt de 100 000 euros sera jusqu'à 100 000 euros et à 0%. Et effectivement, il sera bonifié au troisième enfant. Alors non, c'est pas comme disait la chroniqueuse, on fait un troisième pour rembourser le prêt. Pas du tout, mais ça peut évidemment être une incitation aussi. Un remboursement total. À une famille. À quoi, pardon ? Un remboursement total. Un remboursement total, voilà. D'accord. Exactement. Le prêt sera bonifié. Mais là, on donne gratis, ça, en fait. Non, mais vous savez, c'est qu'on investit dans la famille, on investit dans le ciment de la nation. On ne sait pas comment on finance, mais c'est comme pour tout le reste du programme. De la même façon que le deuxième enfant sera une part fiscale pleine, ça aussi c'est quand même une mesure forte en matière familiale, de même que de redonner la demi-part fiscale aux veuves. On a tout ce packaging. Est-ce qu'on ne va pas faire un troisième enfant rien que pour 100 000 euros ? Attendez, je pose la question. Non, mais ça peut inciter aussi. Vous savez, les gens à l'heure actuelle ont du mal aussi à se lancer dans une famille parce que on a du mal à remplir son frigo. Je vous rappelle qu'un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, que les gens ont du mal à remplir leur frigidaire. Donc effectivement, la famille, ça peut être vertigineux. Et quand vous êtes aidé par l'État, c'est une mesure de pouvoir d'achat, Jean-Baptiste Moreau. Oui, on ne sait pas comment on finance, parce que on connaît très bien aime-la-france.fr, programme tout à fait. Je dis pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on gagne sur les soi-disant immigrés en situation irrégulière ou irrégulière d'ailleurs, c'est 16 millions d'euros, alors que la Cour des comptes, 16 milliards d'euros, alors que la Cour des comptes nous explique que c'est plutôt entre 4 et 5. Mais bon, voilà, c'est de l'argent magique, on ne sait pas d'où il sort, mais il n'existe pas en réalité. C'est 600 milliards de dettes, monsieur, qui allait me donner des leçons de chiffrage de programme. Il faut garder un peu d'humilité, je pense. Je suis parfaitement humble, mais c'est vrai qu'un parti qui a dû vendre son siège social, qui a dû emprunter 8 millions d'euros à une banque russe parce qu'aucune banque n'a confiance en lui, et qui a 2 poursuites pour détournement d'argent public, peut donner des leçons de gestion de... Pourquoi est-ce qu'on a fait un emprunt ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on a fait un emprunt ailleurs ? Vous savez qu'en 2017, il y a eu un durcissement complètement drastique des lois de financement du parti politique et nous n'avions plus le droit d'emprunter à l'extérieur de
de l'Union européenne. En contrepartie de ça, Emmanuel Macron s'était engagé à faire la banque de la démocratie pour que les partis sérieux, je vous rappelle quand même que Marine Le Pen avait fait 11 millions d'électeurs au deuxième tour de la présidentielle il y a 5 ans, puissent emprunter. En fait, on a durci d'un côté, mais Emmanuel Macron, c'est assez marrant. C'est vrai qu'il y avait eu cette proposition de la banque de la démocratie. La banque de la démocratie, ça faisait partie de la réforme constitutionnelle qui n'a pas pu avoir lieu parce que les oppositions ont bloqué la réforme. Voilà, les oppositions de droite notamment ont bloqué la réforme. Ça vous, en tant que démocrate, vous n'êtes pas choqué du fait qu'aucune banque ne veuille prêter à une candidate qui fait 8 millions d'électeurs, mais ça n'est pas sérieux. Les banques françaises n'ont pas voulu prêter parce qu'elles ne voulaient pas prendre le risque de non-solvabilité du parti Rassemblement National qui a dû vendre son siège social. Non, mais c'est la réalité. La banque de la démocratie était dans la réforme constitutionnelle qui a été bloquée par les oppositions. C'est une réalité. Il faudra le remettre sur l'ouvrage. Comme la proportionnelle, vous voulez pas qu'on en parle ? On tient compte des oppositions. Je sais que votre régime, c'est celui de M. Orban qui n'a rien à faire des oppositions et qui supprime. Notre régime, c'est celui de M. Orban. Votre modèle, c'est le régime de M. Orban qui est un régime autocratique. C'est votre ami. C'est le seul que Mme Le Pen a été voir parce que l'Europe des Nations. C'est pas le seul du tout. L'Europe des Nations, par exemple, aussi, figurez-vous. Oui, c'est pareil. L'Europe des Nations, vous la ferez avec M. Orban et le président polonais, mais toutes les autres nations et les autres pays européens n'en veulent pas de votre Europe des Nations. Donc, c'est la réalité. Sur les déclarations de Mourad Boudjelal, on aurait pu le réécouter, mais je pense que vous l'avez tous entendu considérant que les Français qui votaient pour Marine Le Pen, enfin les électeurs de Marine Le Pen, étaient racistes. Alors, il a tenté de s'expliquer depuis, mais comment vous l'avez pris ? Laure Lavalette et ensuite Jean-Baptiste Moreau. Bon, il faut prendre ça d'où ça vient aussi. C'est Mourad Boudjelal, on le sait, qui est quand même dans l'outrance la plupart du temps. Après, c'est évidemment hyper choquant. Je pense que ça insulte 8 millions d'électeurs. C'est un propos qui n'a plus lieu d'être. C'est un propos, on a bien vu entre l'entre-deux tours, cette espèce de tentative de rediabolisation du Rassemblement national qui ne fonctionne pas. Oui. Et on sent une espèce de crispation du système qui est fébrile parce qu'évidemment, Marine Le Pen a toutes ses chances de gagner dimanche. Donc voilà, c'est une espèce de réflexe. Moi, je trouve dommage parce que on est dans l'invective, on est dans l'outrance. Je pense que les Français méritent mieux comme débat. Et c'est vrai que c'était très choquant que ça soit au meeting du président de la République candidat. À la limite, ça aurait été isolé. Bon, c'était ses propos. Mais là, qu'Emmanuel Macron ne l'ait même pas condamné depuis, parce qu'il me semble que ça n'a toujours pas été condamné. Oui, c'est fort de café. Mais enfin, ceci dit, vous savez, les Français sont pas dupes. Je ne suis pas sûr qu'ils aiment se faire insulter. Jean-Baptiste Moreau. Non, mais je suis pas d'accord avec les propos de Mourad Boudjelal. Je suis content de vous l'entendre dire. Non, mais je suis honnête, on ne stigmatise pas les électeurs. Et ce n'est pas vous insulter que d'expliquer que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. C'est juste la réalité. Non, ça c'est déjà insultant. Non, c'est pas insultant. L'extrême droite, c'est une catégorie politique. Marine Le Pen est l'héritière d'un clan qui a toujours été à l'extrême droite. Ça voudrait dire qu'on serait anti-parlementaire. Ça voudrait dire qu'on contesterait les élections. Oui, puisque vous voulez détourner au mépris de la Constitution par le biais d'un référendum qui n'est pas constitutionnel. Ah oui, donc le général de Gaulle était d'extrême droite quand il a pris l'article 11. 1962, donc il était d'extrême droite. C'est vrai que Marine Le Pen veut beaucoup gouverner par référendum. Et donc contourner tous les contre-pouvoirs, comme le fait M. Orban en Hongrie ou comme le fait le président polonais. Je veux dire, quand pendant 5 ans, vous n'avez absolument pas été consulté, quand le président de la République a été sourd à tout appel, encore une fois, je vous souviens, souvenez-vous, quand il a envoyé la police et les LBD sur le peuple qui avait des revendications légitimes, oui, on peut penser que le référendum est de redonner la parole au peuple. On va poursuivre dans un instant. On réécoute, donc, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, parce qu'il y en a qui n'ont pas entendu quand même, Mourad Boudjelal. Et puis ensuite, on se retrouve en fait sur, évidemment, le programme contre programme avec vous, Laure Lavalette et Jean-Baptiste Moreau. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique. À tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. Voilà, ce sont ces propos. Jean-Baptiste Moreau. Juste, moi, ce que je veux par rapport aux électeurs du Rassemblement national, c'est les convaincre que le programme de Marine Le Pen est une impasse à tout point de vue, mais certainement pas les stigmatiser en expliquant qu'ils seraient racistes. C'est juste pas admissible. On n'insulte pas les électeurs. On est dans une démocratie. Les électeurs votent en leur âme et conscience. Et il n'y a pas question de dire que tous les électeurs du Rassemblement national sont racistes. C'est faux. Oui, Jean-Baptiste Moreau, Laure Lavalette. On continue dans un instant et vous pouvez réagir. 0826 300 300. Il nous reste un petit quart d'heure. Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022.
La vérité en face. La vérité en face, c'est vos appels 0826 300 300 avec nos invités ce matin, avec Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse, et Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement National. Oui, on va parler du voile dans un instant, mais juste avant aussi du coup de pinceau vert là. Donc Jean-Baptiste Moreau, le président il a changé ces derniers jours là. Bon, parce qu'il avait aussi la percée de Jean-Luc Mélenchon et puis les voix aussi à récupérer de Yannick Jadot. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il a écouté les leçons du premier tour et ce que les Français ont voté au premier tour, mais c'est pas un revirement. La planification écologique, elle était déjà dans le programme du premier tour. Le programme de 24 pages qui a été distribué avant le premier tour, la planification écologique en faisait partie. Ce qu'il a annoncé, c'est que le Premier ministre serait en charge de cette planification et que ce serait pas un ministre du gouvernement, mais le Premier ministre directement qui serait en charge. Mais on a écouté les leçons, on a infléchi, on a amender un peu le programme, mais ce n'est pas un bouleversement. Sur l'écologie, on a un bilan. Aujourd'hui, on a fait des choses sur les emballages plastiques, notamment. Il y a dans la loi AGEC qui avait été votée en 2019, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur l'alimentation locale, le développement du bio. On est aujourd'hui la première surface en Europe en agriculture biologique au niveau de l'ensemble des pays européens. Donc il y a des choses qui ont été faites au niveau de l'environnement. En fait, ça avait ça s'est amplifié sous ce quinquennat. Donc on a grandement progressé sur dans les restaurations collectives. J'étais rapporteur d'une loi, la loi Egalim, qui a promu 50% de produits sous signe officiel de qualité locaux, dont 20% de produits bio dans la restauration collective. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça a beaucoup progressé au cours des dernières années. Donc sur l'environnement et sur l'écologie globalement, mais on est en faveur d'une écologie de solution, pas une écologie d'incantation, et une écologie pragmatique aussi et de progrès qui ne va pas vers la décroissance. Jean-Luc Mélenchon, la décroissance. Non, mais on n'est pas sur la décroissance, on est une écologie de progrès. Chez Marine Le Pen, elle voulait démonter les éoliennes, là, elle a changé un peu. Je réagis juste sur le quinquennat. Je pense que quand on a fermé Fessenheim et que du coup on a eu 11 millions de tonnes de CO2 par les usines à gaz qui ont compensé la fermeture, quand on n'a pas fermé les usines à charbon quand on n'a pas soutenu le nucléaire quand même pendant 4 ans, là il y a eu aussi un revirement. Enfin, je rappelle quand même aux gens qui nous écoutent que le nucléaire c'est une énergie propre, décarbonée, qui nous rend souverains. Vous n'avez pas soutenu, et il y a 6 mois avec il y a un problème de traitement des déchets quand même. On est en faveur d'un mix énergétique avec des énergies renouvelables, avec les panneaux photovoltaïques et les méthaniseurs qui sont... C'est un savoir-faire français, un génie français qu'on n'a pas du tout soutenu. On l'a réaffirmé. Et quand on est pour la mondialisation sauvage comme vous l'êtes, je pense qu'on ne peut pas se dire écologiste, dans la mesure où je vous rappelle quand même que 50% de nos émissions de gaz carbone viennent de nos importations. C'est pour ça qu'on s'est opposé au Mercosur. Vous souhaitez sortir de l'accord de Paris, donc excusez-nous, mais... De la ferme à la fourchette, par exemple, ça va augmenter à probablement 20% nos importations et alourdir encore ce bilan carbone. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ce qui est assez étonnant avec Emmanuel Macron, c'est que chaque jour qui passe, on a une nouvelle mesure. Oui, parler des autres, ça évite de parler de vos propres contradictions. On n'a aucun souci, on veut du localisme. Sur les éoliennes. Le localisme, c'est la mort de l'agriculture. J'ai cru comprendre que Marine Le Pen était pour le démontage des éoliennes. Elle dit on verra quoi. Non, elle dit pas on verra. Elle dit qu'on va pas les démonter tout de suite en arrivant là. On va les démonter. On va commencer par démonter celles qui sont en fin de vie. Mais parlons-en des éoliennes. S'il y a bien un scandale écologique, c'est bien celui-là. Est-ce que vous connaissez la taille de béton déjà qu'il y a sous la terre pour pouvoir mettre cette éolienne? Qu'est-ce qu'on fait des pales? Comment est-ce qu'on retraite ces matériaux? Ça pose quand même un problème écologique dingue. Est-ce que vous avez chiffré de retraiter les pales, mais pas les déchets nucléaires? Est-ce que vous avez chiffré? Oui, c'est chiffré. mlafrance.fr, Madame le Minibus. J'ai pas le chiffre en tête, mais vraiment, je l'ai là-dedans. Je peux chercher. Et puis en plus, ça pose un scandale quand même. Ça dénature complètement nos paysages et notre belle France. Ça tue la biodiversité. Enfin, la plupart des gens censés se rendent bien compte qu'en plus, c'est une énergie intermittente. Donc, s'il n'y a pas assez de vent, comment on fait? C'est un C'est un complément qui coûte cher, qui défigure. Enfin, mais vous le remplacez par quoi? Il n'y a pas de rentabilité. Encore une fois, par le nucléaire. Vous savez bien qu'on va nucléaire, l'hydroélectricité. Vous mettez du coup vos œufs de Pâques dans le même panier. L'hydroélectricité, la bonne métaphore, la géothermie et l'hydrogène. Ça fait 20 ans que Marine Le Pen parle de l'hydrogène, filière qui n'a quand même pas été formidablement soutenue pendant ces 5 ans. Ça fait 20 ans qu'elle parle de l'hydrogène, elle est forte, parce qu'il y a 20 ans, je pense que la technologie de l'hydrogène était même pas... C'était balbutiant, c'était juste un projet. C'est là où on est visionnaire. C'est quand même Marine Le Pen est visionnaire sur l'hydrogène. J'ai pas été étourdi par ces discours à l'Assemblée nationale, parce que depuis 5 ans, on l'a assez peu vu à l'Assemblée nationale. Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle met... C'est petit quand même. Non, il aurait juste fallu qu'elle respecte le mandat que les électeurs de sa circonscription lui ont confié. Et vous, ça aurait été bien que vous votiez, par exemple, vous êtes favorable à l'éolien, mais les
usines de méthanisation qui font beaucoup parler en fait dans les campagnes. La méthanisation, c'est pas des usines déjà souvent. Aujourd'hui, c'est des projets d'usines. C'est des projets. Il y a beaucoup de projets agricoles. Moi, je soutiens un projet sur mon département de 9 agriculteurs qui veulent se mettre ensemble pour faire un méthaniseur, pour justement faire un complément de revenu. Alors le méthaniseur n'a pas de nuisance olfactive. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le lisier, par exemple. Parce que l'élevage, on l'accuse souvent de tous les maux, ce qui est partiellement vrai. Enfin, je ne vais pas refaire un cours scientifique sur les émissions de l'élevage parce qu'elles sont largement compensées par les prairies qui absorbent le carbone, mais les émissions et les déjections des bovins, globalement, elles émettent un peu de gaz à effet de serre. Et l'avantage de la méthanisation, c'est que ces déjections-là, ce fumier, ce lisier, on le met à l'intérieur des méthaniseurs et avec ça, on fabrique soit du gaz vert qu'on injecte directement dans le réseau, soit de l'électricité qui permet de fournir en électricité le réseau électrique. Donc c'est un complément de revenu pour nos agriculteurs qui est particulièrement intéressant et c'est aussi un moyen de réduire les émissions de l'élevage de gaz à effet de serre. Donc ce qu'on veut, c'est un mix énergétique, c'est une souveraineté énergétique, c'est ne pas dépendre du gaz russe, mais arriver à produire à partir de la méthanisation du gaz, ce qu'on appelle le GNV, le bio-GNV, qui est injecté et qui permet justement de diminuer les importations de gaz de l'étranger et d'énergie fossile qu'on ne produit pas en France. C'est les biocarburants qu'il va falloir développer aussi parce que c'est des énergies renouvelables aussi qui nous permettent de nous autonomiser des énergies fossiles, de l'essence et du gasoil que nous importons aussi d'autres pays. Donc voilà, et c'est aussi des compléments de revenus. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'indépendance alimentaire, mais c'est une... Je suis ravie que vous découvriez le bienfait de la souveraineté. Franchement, s'il faut attendre 4 jours avant le deuxième tour, mais Julien de Normandie, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il en parle de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique. Un dernier mot sur le voile. Alors finalement, Marine Le Pen a changé. Elle ne voudrait plus l'interdire sur tout l'espace public. Alors. Si, on interdit le voile. Ça, c'est un fantasme journalistique. Sa position n'a pas changé. Elle est pour l'interdiction du voile dans l'espace public. On pense quel que soit le voile. Oui, on pense que le voile est on l'a dit, un marqueur politique, enfin de l'islamisme, le radical islamique. On pense aussi que c'est un marqueur de soumission de la femme et qu'effectivement, moi je vais vous dire, j'habite à Toulon, il y a la cité de la Beaucaire juste à côté, qui est une cité assez connue pour ses tirs de Kalash la nuit et ses trafics de drogue. On a des témoignages de femmes qui nous disent mais on porte le voile parce que comme ça on est tranquille, on échappe aussi à la pression familiale. Et je pense que c'est les renoncements qu'on a vus, vous savez, ces 5 dernières années, voire ces 10 années sur l'islamisme en France, font qu'on arrive à une situation très compliquée maintenant, que ça soit à l'école aussi, par exemple. Vous savez, en 2004, le rapporteur Robin avait fait un rapport voilà, sur l'islamisme à l'école. Et qu'est-ce que c'est maintenant l'islamisme à l'école? C'est des enfants qui rentrent plus dans une salle de classe parce que le mobilier est rouge et que le rouge c'est haram. C'est des petits garçons qui tiennent plus la main des petites filles. C'est des filles entières qui vont plus à la piscine. Et ça finit par une fatwa sur un prof. Parce qu'il nous reste une petite minute. Ouais. Non, mais sur le voile, c'est anticonstitutionnel et c'est c'est pas la laïcité à la française. La laïcité à la française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. On combatte le voile quand il est imposé aux femmes et quand les femmes n'ont pas le choix que de le porter. Oui, il faut le combattre quand c'est un outil de soumission de la femme, c'est indéniable. Mais le fait de l'interdire dans l'espace public, ça va juste conduire ces femmes-là à ne plus avoir le droit de sortir parce que leurs maris ne vont pas les dévoiler parce que le voile va être interdit. Elles vont juste plus avoir le droit de sortir et d'aller en société et d'aller se confronter à d'autres femmes qui vivent leur religion différemment, justement, sans forcément le porter ou en le portant, mais pas en étant obligé. Et c'est juste contre-productif par rapport à la lutte contre l'islamisme. Ce qu'on préfère, nous, c'est démanteler, fermer les mosquées salafistes. On en a fermé 2 sur 540. Non, on a fermé il y en a un millier de mosquées qui ont été fermées. Mais bien sûr que si, on a dissous des associations islamistes, on a voté une loi, on est dans le pragmatisme et dans le respect de la laïcité, pas dans la stigmatisation de nos compatriotes musulmans. Merci à tous les deux, Laure Lavalette, Jean-Baptiste Moreau, tous les deux d'avoir débattu, programme contre programme et argument contre argument.